Vous écoutez RCJ Midi. Robert Namias nous a rejoint en studio pour faire le bilan de l'année 2022 qui s'achève dans quelques jours. Bonjour Robert. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, je vais commencer par cette question. Quel a été l'événement, avec un grand E, si je puis dire, qui a marqué cette année ? Bon, je crois qu'incontestablement, et tout le monde partagera ce point de vue, c'est évidemment la guerre en Ukraine, parce que, au fond, non seulement personne n'y croyait, mais personne ne pouvait imaginer qu'au cœur de l'Europe, à 2 heures d'avion de Paris, pouvait se reproduire en 2022 une guerre qui ressemble tout à la fois à la guerre de 14, on le voit bien, avec ce qu'elle a de terriblement meurtrier, et puis à la guerre de 40, avec ce qu'elle a de terriblement destructeur. Et je dirais presque qu'il ne ressemble à aucune autre, puisque c'est au fond la première guerre hybride et hyper technologique, où ce qui se passe sur le terrain en Ukraine sert quasiment de terrain d'expérimentation pour un certain nombre d'armements. Au-delà de cela, c'est non seulement évidemment l'événement le plus important de l'année, mais vraisemblablement également des années qui viennent, et en particulier de 2023, parce qu'on sait bien que plus rien ne sera tout à fait comme avant. D'abord, géographiquement, que va-t-il se passer pour l'Ukraine en matière de territoire ? Que restera-t-il, ou au contraire, est-ce que l'Ukraine aura restauré l'intégrité de son territoire l'année prochaine? Et puis, que va-t-il se passer en matière de sécurité européenne, de relations entre la Russie, l'Europe et le reste du monde? Tout cela est en jeu. Tout cela était, si nous avions fait cette interview il y a exactement 1 an, on n'aurait même pas songé à en parler. Je pense même que le nom de Volodymyr Zelensky n'était connu de quasiment personne, il faut bien le reconnaître. Et franchement, c'est une fois de plus un pied de nez de l'histoire qui semblait et qui avait semblé installer l'Europe dans une paix qui n'avait rien d'ailleurs de très réjouissant, parce que les tensions étaient nombreuses, mais qui à aucun moment ne pouvait imaginer qu'on était dans cette situation qui est depuis le début et qui est encore aujourd'hui une situation de pré-guerre mondiale. On ne sait pas très bien. On emploie ces termes sans jamais savoir exactement ce qu'ils recouvrent. La vérité, c'est que sur le terrain, c'est une guerre ukraino-russe, mais dans la réalité de la guerre et des relations internationales, c'est une forme de 3e guerre mondiale. Alors, si on en revient à la France et plus précisément à l'actualité politique française, quelle est la personnalité qui a marqué, d'après vous, 2022 ? Alors, j'aurais presque envie de vous dire, il y en a 2, parce que il y a Volodymyr Zelensky, qui a marqué le monde entier et qui donc aussi a marqué la France, et qui non seulement a marqué la France parce qu'il est le président de l'Ukraine aujourd'hui, qui mène avec un courage incroyable cette guerre, mais parce qu'il fait poser beaucoup de questions aussi sur ce qu'est un pays à un moment donné. Et c'est vrai que la résistance ukrainienne menée vraiment par Zelensky est quelque chose qui nous interroge tous. Les plus anciens, évidemment, peuvent s'interroger sur, et se sont interrogés toute leur vie, sur ce qu'ils auraient fait en 40. Ça leur rappelle effectivement des choix qu'ils auraient dû faire à cette époque-là. Et les plus jeunes se posent des questions sur que ferait-il dans une situation de cette nature. Donc, d'une certaine manière, Zelensky est présent dans notre vie depuis le 24 février de la même manière qu'il l'est, pas tout à fait de la même manière, mais de la même manière quand même qu'il l'est en Ukraine. L'autre personnalité de l'année, c'est incontestablement Emmanuel Macron, pour une raison simple. C'est qu'il a été réélu président de la République en mai dernier, il y a 7 mois, et compte tenu de tout ce qui s'était passé avant et de ce qui se passe depuis, il y a eu une forme de banalisation de cette élection.
Certains ont trouvé que c'était une élection quasiment volée, mais on ne sait pas très bien volée à qui d'ailleurs. D'autres, au contraire, qui ont pensé que c'était un choix logique, politique, naturel. La vérité, c'est que de toute façon, c'est une situation qui est, on l'a suffisamment dit au moment de l'élection, mais c'est une réalité. Donc, vous me posez la question sur la personnalité de l'année. Emmanuel Macron a réussi à se faire réélire hors cohabitation. Et, mis à part le général de Gaulle, mais il n'avait pas été élu une première fois au suffrage universel, c'est sans précédent sous la Ve République. Donc, quoi qu'il arrive, et quel que sera le bilan in fine d'Emmanuel Macron dans 4 ans et demi, c'est la personnalité politique de la Ve qui, incontestablement, marquera pour un certain nombre de choses, mais en particulier pour cette réélection, qui n'était pas si acquise que cela, finalement, au départ. On pensait même que bon, la situation politique était assez mauvaise, voire très médiocre pour Emmanuel Macron. Et au fond, alors certains disent qu'il a bénéficié d'une situation internationale et à nouveau de l'Ukraine qui ont porté les Français à faire que ça ne change pas radicalement en France. Il n'y a pas que cela, on pourra en parler longuement. Il y a évidemment le rejet des extrêmes, in fine le rejet quand même de l'extrême droite et de Marine Le Pen, qui ont beaucoup compté. C'est d'ailleurs l'argument de la gauche aujourd'hui pour dire que Macron est ultra minoritaire, mais qu'il a été là, non pas par effraction, mais simplement pour faire barrage à Marine Le Pen. La réalité, quand même, c'est que c'est incontestablement, en France, la personnalité politique de l'année. Et alors, hormis peut-être la présidentielle qui a évidemment marqué cette année politique, quel autre fait politique marquant est à retenir en 2022? Eh bien, précisément, moi, je pense que c'est quand même l'extraordinaire, et pas inattendu, mais poussé de l'extrême droite. Et l'arrivée à l'Assemblée nationale de 89 députés RN. On pourrait parler de la NUPES, mais la NUPES, si j'ose dire, en 7 mois, elle a fait un parcours de grandeur et décadence. C'est-à-dire qu'effectivement, ça a été un formidable coup électoral, clairement, qui a permis à la gauche de revenir avec 160 députés. Mais 7 mois plus tard, les insoumis sont dans une situation politique qui n'est pas facile. Et au fond, ni les écologistes, ni les socialistes, ni les communistes, hors cet accord électoral, ne se sont refait une santé politique réelle. Bon. Donc la gauche n'est pas vraiment en bon état. Incontestablement, depuis 7 mois, non seulement l'extrême droite, il s'est passé en juin 2022, une forme de normalisation d'abord électorale, c'est-à-dire que la non-représentation ou l'extrême faiblesse de la représentation de l'extrême droite ne correspondait pas du tout à la situation du pays. Donc de ce point de vue-là, ça n'est pas forcément une mauvaise chose. Sauf qu'on voit bien qu'ils sont dans une trajectoire incontestablement montante et gagnante. Jusqu'où on le verra bien. Mais montante et gagnante, et leur arrivée au Parlement, qui a été assez réussie, bien gérée par Marine Le Pen, présidente du groupe parlementaire. Cette fameuse dédiabolisation, elle a formidablement fonctionné et elle continue de fonctionner. Et au fond, depuis 7 mois, je parlais des difficultés que connaît en fait la NUPES. On voit bien que toute difficulté que connaît la NUPES est aujourd'hui favorable à l'autre grand mouvement d'opposition, c'est-à-dire finalement à l'extrême droite. Donc non seulement l'extrême droite est légitimement représentée par ses 89 députés, mais je pense qu'elle est encore sous-représentée. C'est donc incontestablement l'événement politique de cette année. Alors un peu plus mathématique à présent, est-ce qu'il y a un chiffre en particulier qui a retenu votre attention cette année, Robert Namias? 6,2, 6,4, l'inflation. Parce que cette inflation qu'on a vue venir l'année dernière, qui n'est pas seulement due d'ailleurs à la guerre en Ukraine, mais quand même, cette inflation, c'est quelque chose de tout à fait nouveau dans le paysage européen, bien évidemment dans la situation économique de la France. Il
Il faut se souvenir qu'on a connu des périodes d'inflation tout à fait considérables dans les années 75-80, avec, si je ne m'abuse, une pointe d'inflation à plus de 13% en 1980-81. Et avec d'ailleurs des augmentations de salaire qui étaient quasiment identiques, avec des taux d'intérêt qui n'étaient pas à 13%, mais qui n'en étaient pas loin. Enfin, c'était une autre situation économique. Et puis, depuis les années 90, et en particulier les années 2000, on s'était habitué à vivre quasiment sans inflation, c'est-à-dire avec des inflations entre 0,8 et 1,5. Bon. C'est terminé, et c'est terminé vraisemblablement pour assez longtemps. Ça a un inconvénient majeur, c'est que non seulement, évidemment, ça nécessairement va entraîner l'augmentation des taux d'intérêt, donc des difficultés économiques dans tous les secteurs, en particulier dans le secteur d'ailleurs très important de l'immobilier, et conséquemment évidemment du pouvoir d'achat, car même on le voit bien, si les négociations sur l'augmentation des salaires dans tous les secteurs de la vie économique sont importantes et donnent des résultats, on voit bien que cette inflation, dont j'ai rappelé le chiffre officiel, 6,4%, ne correspond pas à la réalité. La réalité est beaucoup plus dure que celle-là, en particulier pour les produits de première nécessité, en particulier pour les biens de consommation quand vous allez au supermarché. Et on est plutôt à 12% d'inflation, ce qui est tout à fait considérable. Bon. Et donc, la question de l'inflation, en macroéconomie, c'est une question économique majeure. Mais en microéconomie, c'est la question du porte-monnaie de chacun d'entre nous et des Français de manière générale. Et donc la question du pouvoir d'achat. Et donc ça induit forcément des tensions sociales importantes. Et donc ce chiffre de l'année, qui ne sera pas considérablement réduit l'année prochaine, les projections laissent penser qu'elle devrait légèrement baisser. D'abord, ça n'est jamais évident, les experts économiques se trompent toujours, et de toute façon, la question du pouvoir d'achat va se poser de manière encore plus aiguë qu'elle ne s'est posée ces dernières années, et en particulier au moment de la campagne présidentielle. Et vous vous intéressez aussi, Robert Namias, à la culture. Quel a été le grand événement culturel cette année en France ? Alors, le grand événement culturel, il est passé totalement inaperçu. Mais c'est un événement qui est à la fois pour le futur très important, et qui en même temps, dans ce paysage sans vraiment bonne nouvelle, est plutôt une bonne nouvelle. C'est Notre-Dame. Notre-Dame, donc, quand on se souvient effectivement du choc de la sidération qu'a provoqué l'incendie, il est évident que chacun s'est dit, mais est-ce qu'on n'a pas perdu Notre-Dame ? Et il faut reconnaître que le président Macron va sans doute réussir son pari. Son pari, d'abord, parce qu'il a nommé des gens compétents pour diriger la reconstruction. Les choix ont été faits rapidement, notamment de reconstruire à l'identique. Et derrière les échafaudages qui cache pour partie aujourd'hui la cathédrale, on s'active à ce point que ce pari de 5 ans, puisque c'était le pari de 2024, on commence à le percevoir, et cela a été dit ici et là, mais c'est pour ça que je dis, c'est l'événement, car c'est un événement patrimonial absolument considérable, donc culturel, et donc une bonne nouvelle, vraisemblablement ce pari sera tenu. Et on peut penser que d'ici 15 mois ou 1 an et demi en tous les cas, donc à l'été 2024, au moment des Jeux Olympiques, d'ailleurs c'était aussi un pari, eh bien on pourra retrouver Notre-Dame telle qu'elle était exactement, à l'identique absolument, consolidée et sans aucune marque de différence avec ce qu'elle était avant l'incendie. C'est un exploit formidable. De même que à l'heure de l'incendie, les pompiers ont été incroyables, exceptionnels, car on sait très bien qu'à un quart d'heure près, la cathédrale pouvait s'effondrer. La reconstruction avec l'ensemble des corps de métier, qui sont des corps de métier extraordinairement spécialisés,
Eh bien, cette reconstruction, incontestablement, va permettre à des millions de touristes de retrouver, et évidemment aux 67 millions de Français, de retrouver la cathédrale de Paris intacte et telle qu'elle dans 1 an et demi. Encore une fois, c'est une nouvelle qui, évidemment... Et alors, plus la nouvelle est bonne, plus elle est banalisée, plus tout paraît normal. Mais ce sera un exploit tout à fait extraordinaire, et il faudra retrouver les déclarations multiples et ironiques sur les propos du président de la République, qui affirmait que tout serait fait pour que Notre-Dame soit reconstruite en 2024. Alors ça, c'était une bonne nouvelle culturelle, on va dire. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que vous voyez une autre bonne nouvelle qui s'est passée cette année ou qui va arriver l'an prochain? Qui va arriver l'an prochain, je ne sais pas. J'espère déjà qu'il n'en arrivera pas de mauvaises. La seule bonne nouvelle qui puisse vraiment, à l'échelle internationale, arriver, c'est que la guerre en Ukraine se résolve dans de bonnes conditions, ce qui n'est pas du tout acquis, loin de là. Et puis mais alors là, pour le coup, c'est un vœu pieux vraiment auquel l'analyste politique que je suis ne croit absolument pas, qu'il y ait un minimum d'apaisement dans les relations sociales en France. Mais malheureusement, la France est terriblement divisée, sectorisée, individualisée, ce qui ne permet pas beaucoup de bonnes nouvelles collectives. Merci beaucoup, Robert Namias, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. On vous retrouve donc l'an prochain Absolument. sur RCJ. Très bonne journée Merci à vous Margot. et belles fêtes. Merci. Il faut que je continue. Vous écoutez RCJ Midi. Dans un instant, un nouveau point sur l'actualité avec Lou Cohen. Et puis, on réécoutera l'interview de l'artiste franco-israélienne Ariel Siboni au micro de Rudy Saada pour son premier roman Corps à corps aux éditions Michalon Littérature.